Rebonjour à tous et toutes et bienvenue dans la partie qui fait mal, la partie qui pique, la partie du bilan. Parce qu'autant les années précédentes j'étais plutôt content des années qui venaient de s'écouler, autant là, je suis pas mécontent de ce que j'ai fait, de ce que j'ai sorti. Je suis content de mes vidéos, je suis content de mon travail, je suis fier de mon travail sur les Wachowski. Je suis content de ce que j'ai fait sur Marvel et je pense que c'était nécessaire pour moi de faire cette vidéo. Je suis content d'avoir enfin pu dire certaines choses et d'avoir pu les expliquer. Et je suis très content de ma vidéo sur Autant n'emporte le vent, qui était risquée, qui était un challenge. Et je suis très content du rendu final qu'elle a. C'est aussi drôle que j'aurais voulu qu'elle soit, c'est punchy, ça avance bien, etc., etc. Mais tout ça a été très laborieux à sortir. Il a fallu 3 mois pour faire la vidéo sur les Wachowski, quasi 3 mois également pour sortir la vidéo sur Marvel. Et par la suite, vous n'avez pas eu de Pourquoi j'avais tort jusqu'au mois de décembre. Principalement parce que tout ça a été très compliqué. J'ai été complètement dépassé cette année en fait, dans tous les domaines. Les Wachowski, c'était un travail colossal et tellement compliqué à expliquer et à élaborer et à présenter, tellement long que je me suis totalement épuisé dès le début de l'année. J'ai enchaîné avec un projet tout aussi fatigant, les films Marvel, qui étaient non seulement nombreux, il y en avait une douzaine, mais en plus que j'avais pas spécialement envie de regarder, j'avais pas spécialement envie de faire une vidéo dessus, c'était clairement le moment de le faire, parce qu'il y avait les nouveaux qui sortaient, mais j'ai pas d'affection j'ai pas vraiment envie de parler de Marvel, c'est toujours le truc qui m'a plus fait chier qu'autre chose, en particulier pendant la phase 2. Je voulais faire une vidéo pour montrer que la phase 1, je l'avais beaucoup appréciée, et ce que j'avais bien aimé, et pourquoi est-ce que, selon moi, c'était parti en couille ensuite. Mais c'est vrai que c'est pas un truc qui me tient à cœur de parler des films Marvel. C'était pas comme la plupart des autres sujets que j'ai fait depuis la création de la chaîne, où c'est vraiment des trucs qui me tiennent à cœur, à défendre ou à attaquer. Là, Marvel, c'est ni l'un ni l'autre, quoi. Je trouve juste que ça fait trop de bruit pour ce que c'est. Et puis la vidéo Autant n'importe le vent, qui était juste le risque maximum. Je n'ai jamais fait une vidéo aussi risquée et j'ai été détruit par le travail sur cette vidéo. À chaque fois que c'est tellement compliqué parce que c'est un film dont on ne peut pas parler, Autant n'importe le vent. C'est tout le but de ma critique, c'est de dire c'est un film sur lequel on ne peut pas émettre de critique. Et du coup, j'avais envie d'être sûr de tout faire passer, que toutes mes explications étaient bonnes. Et du coup, la vidéo s'est allongée. Elle fait 2 heures maintenant, enfin elle fait presque 2 heures, c'est la plus longue que j'ai faite depuis le début. Et j'ai encore ajouté des trucs après, une fois que mon texte était fini. Et je me suis pris la tête là-dessus, c'est-à-dire que on commence en se disant bon, il faut que j'explique un peu plus ce que j'ai en tête, sinon on va pas comprendre. Mais au bout d'un moment ça devient trop long, donc j'essaie de réduire, mais quand j'essaie de réduire, je me dis ouais mais si je réduis ça fait trop court et il y a des messages qui vont pas être clairs et des choses qui vont pas bien passer. Et en même temps après on se dit oui mais du coup si les choses passent pas bien c'est parce qu'à la base les gens seront fermés et auront pas envie de m'écouter, donc à quoi ça sert que je fasse la vidéo et que je me fasse chier à faire ce paragraphe. Je suis rentré vraiment dans une espèce de spirale infernale où la raison même de faire ma vidéo m'empêchait de faire ma vidéo. Il y avait de quoi devenir fou, hein, vraiment, de quoi devenir complètement taré. Ce qui m'est plus ou moins arrivé, j'ai décidé à un moment de partir en vacances, que j'ai pas fait depuis la création de la chaîne. À un moment, une fois, j'avais fait vite fait une petite semaine de vacances en septembre. Là, j'ai pris 3 mois d'un coup. C'était très laborieux, et même quand je suis revenu, j'ai eu beaucoup de mal à m'y remettre et à la sortir. Donc, c'est une année où j'ai fait du contenu qui me plaît, mais ça a été une torture de faire ce contenu. Il était aussi beaucoup trop long, ce contenu. À chaque fois que j'ai fait un Pourquoi j'en ai tort, c'était sur beaucoup trop de choses à la fois. Et évidemment que c'était beaucoup trop vaste et que j'allais m'épuiser à en parler et qu'il fallait que je le fasse sur plus longtemps. Le problème, c'est qu'au du coup, j'ai pas sorti grand-chose. Cette année, j'ai 3 Pourquoi j'en ai tort, un détournement et les supports les leçons du cinéma, les bases du cinéma, sur lesquelles je vais revenir un petit peu plus loin. Là où c'est positif, finalement, c'est que ma vidéo sur les Wachowski a énormément marché, c'est une de vos préférées maintenant. La vidéo sur Marvel également, ça m'emmerde un peu plus parce que j'y tenais pas spécialement, mais voilà, elle a bien marché. Et celle sur Autant n'emporte le vent est passée comme une lettre à la poste. Donc ça veut dire que j'ai bien fait de me prendre la tête pendant des mois, mais le côté humour a bien été saisi par beaucoup de gens. Et en même temps, vous avez tous réussi à voir ce que je dénonçais dans le film, c'est-à-dire le racisme totalement ignoré par le film, caché par le film et ignoré par le grand public. Et c'est là où je suis aussi très content, c'est que ça a soulevé chez beaucoup la question de « mais pourquoi c'est un grand classique alors ?»
Question à laquelle aucun de mes détracteurs n'a réussi à répondre, si ce n'est de dire c'est un grand classique et ça a marché, quoi. Donc voilà, la réaction à cette vidéo m'a remis en confiance parce que je me suis dit, j'étais persuadé que ça allait être une catastrophe et un cataclysme, et au final, le fait que ça a bien marché m'a remis un peu confiance en moi et m'a dit, bon, finalement, je parle quand même à des gens plutôt ouverts. Dans le positif, je vais remercier énormément les gens qui me soutiennent sur Tipeee. À la base, uniquement financièrement, en principe. Sauf que Tipeee, c'est un bon moyen de communiquer avec des gens dont je sais qu'ils m'aiment bien à la base, et donc je suis un peu plus en confiance, et je leur ai soumis pas mal de choses, et je tiens donc beaucoup à remercier mes soutiens Tipeee, qui m'ont énormément soutenu psychologiquement pendant les derniers mois, et qui m'ont beaucoup aidé à prendre des décisions, et à ne pas prendre les mauvaises décisions en ce qui concerne le site. Le vrai succès, c'est qu'il y a pas mal de vidéos que j'ai essayées cette année, de petites tentatives, qui ont très bien marché. Alors les pourquoi j'avais tort, c'est bon, j'en ai parlé, on va pas trop revenir dessus. Ma vidéo de la collection, par exemple, la vidéo qui a consisté à remplir cette étagère, je vous avoue que je m'attendais pas à ce qu'elle marche à ce point-là. Je vous comprends après tout, j'aime beaucoup regarder C'est du propre. Mais voir 45 minutes d'un mec qui range son étagère, je pensais vraiment pas que ça marcherait à ce point. Il y a presque 100 000 vues sur cette vidéo, et tout le monde adore la regarder. Et j'avoue que moi-même, les premières fois où je l'ai revue, je me suis dit, oh, fait chier, je vais me retaper 45 minutes de moi qui monte des films. Et en fait, la vidéo passe très très vite, effectivement, parce que je reste 2 secondes sur les films et ça s'enchaîne. Donc je suis surpris, je me surprends moi-même des fois. Ma vidéo hors série également sur les études de ciné a bien marché. Je m'y attendais pas à ce point-là. C'est des questions qu'on me posait très souvent, les questions sur l'école de ciné. Je m'attendais pas à ce que ce soit au point que de pouvoir en faire une vidéo qui marche. C'est aussi une vidéo qui a fait pas mal de 100 000 vues. Je pensais pas qu'il y aurait autant de gens à la regarder. Il y a également eu le lancement cette année des bases du cinéma. Alors, il y a eu qu'un épisode pour l'instant. Il y aura de la suite de prévu, il y a aucun souci là-dessus. Je vous ai déjà montré le programme qui a été fait. Il y a certains chapitres, certains sujets précis sur lesquels il va falloir que je cherche une mise en scène particulière. Je vais essayer de faire certaines choses pour pouvoir avancer. Et surtout, je voudrais faire un remake, plus ou moins, de ce premier épisode, le ressortir, parce que j'ai oublié d'aborder un des trucs principaux qui m'a fait me pencher dessus. J'ai voulu être que pédagogique, j'ai complètement oublié l'aspect critique. Parce que cette vidéo, c'était aussi un moyen pour moi de défendre le numérique et d'expliquer pourquoi, à mon sens, ça avait aucun sens pour beaucoup de réalisateurs. Pour certains, ça a du sens, mais pour beaucoup de réalisateurs, de défendre la pellicule et l'argentique corps et âme comme si c'était absolument essentiel à garder. C'est pas exactement le cas, et j'ai complètement oublié de traiter ça dans cette vidéo-là, donc je pense que je la ressortirai d'ici quelques temps avec un petit truc rajouté pour traiter de l'esthétique, et pourquoi on choisit tel ou tel support, et pourquoi je pense que c'est une bonne idée ou pas. La sortie de la version Dailymotion de la chaîne, une version qui me permet de ne plus avoir de problème de droit d'auteur, puisque Dailymotion est beaucoup moins chiant à ce niveau-là, en tout cas en France ils sont beaucoup moins chiants à ce niveau-là, qui me permet donc de remettre certaines vidéos qui avaient été supprimées. Donc si vous cherchez la vidéo sur 500 jours ensemble, certains chapitres de Star Trek, certains chapitres d'autres vidéos, si vous voulez voir Star Wars avec l'intro qui était prévue à la base dans mon Pourquoi j'ai raison d'avais tort, c'est désormais possible grâce à la partie Dailymotion. Je pense pas développer une émission spécifique à Dailymotion ou faire des trucs propres à cette chaîne-là. Ce sera vraiment plus une sauvegarde et un miroir. Peut-être que ça viendra par la suite, mais pour l'instant je vois rien qui mériterait d'être spécifiquement sur Dailymotion plus que sur autre chose. Mais surtout, ce que permet de faire cette chaîne Dailymotion, c'est donc de corriger des vidéos. C'est toujours le truc qui m'a vraiment gonflé sur YouTube. Depuis le début, Dailymotion a une option de réupload de vidéos. C'est évident que des fois tu vas te rendre compte, après que ce soit mis en ligne, que t'as laissé passer des coquilles, plein de fautes d'orthographe, de trucs dans ce genre-là que j'ai laissé passer, et tu peux rien faire d'autre que te ronger les ongles comme ça en voyant le commentaire en dessous disant « Eh là t'as fait une faute, et là t'as fait machin, et là t'as fait... » Je ne peux rien y faire. Si j'essaye de faire quelque chose, il faut que je réupload la vidéo. C'est-à-dire que je perds tous les commentaires qu'il y a eu avant, tous les likes, toutes les vues. Le fric, on s'en fout, je l'ai déjà gardé, le revenu publicitaire, mais c'est pour ce qu'il peut y avoir, mais ça me fait quand même tout foutre en l'air si j'essaie de mettre une nouvelle version d'une vidéo. Dailymotion permet de réuploader, et donc je permettrai de faire ça pour certaines vidéos. Pour cette année du coup 2016, le but c'est de sortir plus. Pour gagner plus. En ce qui concerne les vlogs, j'ai pas mal arrêté d'aller voir des petits films. Je me suis beaucoup plus concentré sur des grosses sorties, et ça c'est quelque chose qu'il faut que je rattrape parce que c'est quelque chose qui était essentiel à ma chaîne, qui me plaisait énormément avant, c'était de pouvoir faire des vlogs sur tout et n'importe quoi et sur n'importe quel registre de film. Et maintenant j'ai quand même une image assez marquée depuis cette année de ne traiter uniquement que de blockbusters et de grosses sorties américaines, ce qui est partiellement vrai,
mais c'est pas pour autant que j'aime pas le reste, et c'est pour ça que je voudrais continuer à pouvoir en parler et pouvoir faire d'autres vlogs. Donc je vais essayer d'aller voir un peu plus d'un film à chaque fois que je vais au cinéma, et de travailler ça un petit peu plus. Essayer de faire un petit peu plus de Pourquoi Jason avait tort, plus court, pas faire des sujets aussi longs et avec autant de films, mais essayer de refaire un peu plus un peu plus que 3 déjà cette année, ce serait déjà pas mal. Et puis sortir d'autres vidéos des bases du cinéma, essayer de continuer donc d'avancer dans ce petit programme et d'essayer de sortir des choses, essayer de ne pas faire une grossesse nerveuse au milieu de tout ça parce que je me sens déjà complètement dépassé par tout ce que je suis en train de prévoir. Concernant les vlogs, du coup, j'ai fait une petite liste des choses qui peuvent être intéressantes à attendre pour cette année. Alors ce sont des films que moi j'attends ou qui sont attendus globalement, mais grosso modo je vais essayer de faire ces films-là en vlog, au moins ceux qui sont dans cette liste-là. Le 3 février sortira le deuxième film sur Steve Jobs, cette fois-ci réalisé par Danny Boyle. Je l'ai déjà vu en fait parce qu'il est sorti depuis 6 mois aux États-Unis et j'ai pas aimé du tout. Donc je vous ferai le vlog, on verra bien ce que ça donne, mais moi j'ai pas kiffé. Le 10 février sort Deadpool. On va donc commencer tout de suite à se faire tous les comics, comme ça j'aurais pu les traiter ensuite. DC contre-attaque le 23 mars avec Batman vs Superman, le début de leur vraie grosse saga multi-héros et multi-films. Captain America Civil War débarquera le 27 avril, et ça a déjà l'air très mauvais, rien que la bande-annonce, j'ai déjà envie de lui chier à la gueule, enfin c'est déjà... je sens que je vais pas aimer. On enchaîne ensuite avec la Fox qui revient avec un X-Men après Days of Future Past, qui sortira cette année, X-Men Apocalypse, toujours réalisé par Zack Snyder, par Bryan Singer, pour le coup, qui lui est en train de chuter dans mon estime très rapidement. Entre certains films qu'il a fait et sa nouvelle façon de traiter les X-Men, je comprends pas ce qui lui passe par la tête. On poursuivra également avec Suicide Squad, le 3 août normalement. Alors tout ça bien évidemment c'est des dates qui sont annoncées en tout début d'année, donc il est fort probable qu'elles changent. Et on terminera à la fin de l'année avec Doctor Strange qui devra arriver le 26 octobre. Et devrait marquer mon divorce définitif avec Marvel, puisque c'est celui où la magie va rejoindre leur univers. Et là, je pourrais plus. Trop de choses en même temps, trop débile, trop d'inconséquences, je n'y arriverai plus. Donc c'est probablement l'année où je vais définitivement péter un câble contre Marvel. Retour à des films plus mainstream et en sortant des comics. Le 24 février sortira The Revenant de Alejandro González Iñárritu. Si, comme je le dis à chaque fois. Et je vous avoue que personnellement, j'arrive pas à comprendre la hype qu'il y a sur ce film depuis quelques temps. C'est peut-être le côté DiCaprio, est-ce que ça va être enfin son film à statuette, peut-être Tom Hardy ou le mélange des deux, mais moi globalement je vois ce truc, oui ça a l'air sympa, enfin pourquoi est-ce que ça fait la hype comme ça, pourquoi est-ce que ça fait réagir autant de gens. Le 2 mars il sortira Saint-Amour, le dernier film de Lépine et Carverne qui viennent de Groland. Je l'ai déjà vu en avant-première et il est génial, donc j'ai hâte de vous faire le vlog. Le 9 mars sortira Divergente 3, normalement donc c'est la fin de cette saga-là, semble-t-il. C'est pas plus mal, enfin une autre saga qui se termine. Le 16 mars, là c'en est un que j'attends vraiment beaucoup, Midnight Special de Jeff Nichols. J'étais pas à fond dans ses premiers films, en particulier Take Shelter que j'ai pas beaucoup apprécié, je suis resté assez extérieur au film. Et son film d'après, je crois que je l'ai même pas vu. Il me semble que c'était Mud, il me semble, ou un truc dans ce genre-là. Là, pour le coup, Midnight Special, c'est de la science-fiction, mais de la science-fiction, comment dire, réaliste, pas un truc ultra gros avec plein d'effets spéciaux et des villes détruites et des machins genre là, c'est plus humain. Donc ça m'intéresse énormément. Le 30 mars, je retrouve mon ami Michael Bay, qui nous sortira 13 Hours. Alors pour le coup, ça m'intéresse pas des masses, mais voilà, si c'est un film de Michael Bay, ça peut toujours être intéressant en termes de mise en scène. Le sujet militaire me captive pas énormément, mais en même temps, venant de Michael Bay, c'est pas très surprenant. Le 6 avril, film français qui peut être intéressant à attendre, Les Visiteurs 3. Parce que nous aussi, maintenant, on se met à finir nos trilogies et nos suites et nos machins. Et Les Visiteurs 3, pour le coup, ça peut être assez fun. Je connais des gens qui ont bossé dessus, notamment au casting, donc ça peut être assez marrant. À cette date-là, sortira également un film d'un réalisateur que j'aime beaucoup, mais qui, le pauvre, n'arrive jamais à voir sa carrière décoller, s'appelle Alex Proyas, qui est particulièrement connu pour The Crow, pour Dark City, pour iRobot, par exemple. Un de ceux qui sont pas trop aimés parmi ceux qu'il a fait, je crois pas trop, parce que plutôt pas mal. Et là, pour le coup, ça va être un gadin. Il sort un film qui s'appelle Gods of Egypt, donc sur les dieux de l'Égypte. Ça vomit de détails et de trucs dégueulasses en effets spéciaux, un machin. C'est ignoble à regarder. Tous les acteurs sont blancs comme des cachets alors qu'ils sont censés être égyptiens. Enfin,
Ça a l'air d'être une merveille, ça va être formidable. Le 20 avril, une autre merveille qui va être formidable, Le Chasseur et la Reine des Glaces. Je vous en avais déjà parlé, c'était Blanche-Neige et le Chasseur, que j'avais trouvé pas mal, plutôt esthétique, plutôt joli, avec un univers sympa, et je l'avais trouvé plutôt cool. En faire une licence basée sur le Chasseur, le Chasseur qui est censé tuer Blanche-Neige à la base, qui là réveille la Reine des Neiges, la Reine des Neiges qui était utilisée dans un Disney, hein, qui était donc un conte russe, je crois, à la base. Et il mélange ça avec la Blanche-Neige d'origine, et il y aura Charlize Theron, la méchante du premier, qui revient, et qui sera l'associé de la Reine des Neiges, qui est sa sœur, en fait. Ça a l'air d'être un truc complètement con. Je vais aller le voir juste pour le plaisir. Ça peut être un délire un peu marrant. Le 25 mai, alors là, pour le coup, c'est pas moi qui l'attends, film Warcraft, qui va arriver. Réalisé par Duncan Jones, qui est donc le fils de David Bowie, qui avait fait l'excellent Moon et l'excellent Source Code. Et là, Warcraft, je suis pas sûr que ce soit vraiment son truc, et le scénario a vraiment pas l'air terrible, ça a l'air très très basique. Et pour lancer Warcraft au cinéma comme ça, je suis pas sûr que ce soit le plus intéressant. Je suis en particulier très déçu par l'aspect visuel. Étant donné que Blizzard est particulièrement connu pour ses scènes cinématiques bluffantes de qualité, je me souviens encore de celle du Roi Lich, j'ai beau ne pas aimer le jeu, c'est juste que la cinématique a de la gueule. Ça aurait été bien, pour une fois, de faire de l'animation pour adultes. Depuis Final Fantasy, les créatures de l'esprit, depuis le gadin de Final Fantasy, les créatures de l'esprit, plus personne n'a essayé de le faire. On essaye de faire du Pixar qui parle à tout le monde, ou du Disney qui parle aux enfants en particulier. L'animation pour adultes, ça reste extrêmement rare, en particulier dans le milieu du cinéma. Donc voilà, Warcraft, ça aurait été l'occasion, pour une fois, de redonner ses lettres de noblesse à l'animation auprès des adultes, et de faire un truc intéressant, avec la qualité qu'ils ont quand ils font leurs animations. Je comprends pas qu'ils soient pas partis là-dessus. Et le scénario paraît très basique, ça paraît être une espèce de... un petit peu en dessous de Seigneur des Anneaux 3, on sent bien que c'est juste le début de l'histoire, hein, c'est le principe, ça s'appelle Warcraft le commencement, mais pour le premier film, ils auraient pu faire un petit peu plus pompeux quand même. Et Duncan Jones, je sais pas vraiment comment il va s'en sortir, parce qu'il a été très doué avec Moon et avec Source Code, mais là, pour le coup, c'est un truc complètement différent de ce qu'il fait d'habitude, je sais pas vraiment ce que ça va donner. Le 29 juin, y a un film qui va probablement pas être bon, qui s'appelle American Nightmare 3. Déjà que les deux premiers ont toujours pas saisi ce qu'il y avait d'intéressant dans leur scénario, dans leur concept. On va voir si le troisième y arrive enfin. Cela dit, la même semaine, il y a L'effet aquatique de Solveig Anspaugh. Solveig Anspaugh, j'en avais déjà parlé au début de l'ouverture du cinéma de Durandal. C'est une réalisatrice que j'aime bien. J'aime bien son style, j'aime bien son univers, c'est assez décalé, c'est assez fun. Et globalement, les films sont plutôt sympas à regarder. Le 6 juillet, je prends ma revanche contre tous ceux qui m'ont dit, quand j'ai dit que James Wan serait reconnu comme une référence du milieu d'horreur, que James Wan avait arrêté de faire des films d'horreur et que maintenant il ferait plus du cinéma mainstream et que donc je m'étais planté. Et ben, devinez quoi, James Wan revient pour Conjuring 2. Donc voilà, c'est... Encore une fois, je prévois mieux les choses que vous. Pas du tout une question de prévision, c'est juste un gros coup de bol. Le 13 juillet, deux choses qui me motivent qu'à moitié. On a L'Âge de Glace 5 qui sort. Et celui-ci, c'est celui où ils ont plus d'inspiration et ils les mettent dans l'espace apparemment. Ou en tout cas, ils réorganisent un truc, apparemment il y a un alignement de planètes, un machin. Je sais pas si ça se passe sur Terre ou ailleurs, mais enfin... C'est assez étrange comme concept, je sais pas vraiment quelle va être l'histoire, mais pour l'instant ça sent pas très bon. Et la même semaine sort Tarzan. Le nouveau Tarzan, vu et réalisé cette fois-ci par David Yates, qui a fait les 4 derniers films Harry Potter, à partir du 5. Et pour le coup, certes, l'acteur principal a l'air mignon, mais alors... le film a l'air pourri. Ça a l'air d'être... Ah, je sais pas si c'est l'histoire de base de Tarzan ou pas. J'arrive toujours pas à savoir quelle est l'histoire de base de Tarzan, j'ai l'impression que non. Et de ce que ça donne pour l'instant, ça a l'air d'être un espèce de délire. Enfin, je suis pas du tout client pour l'instant. Pas une seule image d'abondance m'a donné envie de voir le reste. Le 20 juillet, un peu la même chose. La sortie du remake d'SOS Fantôme. Cette fois-ci, uniquement avec des femmes. Faudra qu'on me dise à quoi ça sert, en quoi c'est plus féministe de faire que des femmes au lieu de faire que des mecs. En plus, c'est des femmes qui se battent contre un homme, parce que le méchant du film c'est un homme, donc il n'y a pas plus féministe à l'extrême comme création de film. C'est le méchant est un mec et c'est 3 femmes qui se battent contre lui, 4 femmes, je sais plus. Bref, voilà, je suis pas motivé. Enfin, déjà le projet de base est complètement casse-gueule parce qu'ils ont voulu faire du SOS Fantôme 3 depuis 10 ou 20 ans, et à chaque fois ça n'a jamais pu se faire, et là ils partent sur un truc avec des nanas, je sais pas vraiment quelle est l'idée, enfin bon. Le même jour, le 20 juillet, sortira le prochain Spielberg, Le Bon Gros Géant,
Spielberg qui revient au film pour enfants a priori, et je sais pas du tout quelle est l'histoire du bon gros géant, mais voilà, ça pourrait être intéressant à regarder de toute façon. Le 27 juillet, j'aurai un orgasme, puisque sort la suite d'Independence Day. Je suis comme une pucelle avant de se prendre son premier aller-retour. Je veux voir ce film. J'adore Independence Day. Évidemment que c'est des films qui en font trop. Ce sont des films beaucoup plus ironiques que vous le croyez. Roland Emmerich, c'est sans doute quelqu'un que je vais essayer d'aborder, peut-être dans l'année. Je vais voir. Je ne promets rien, surtout pas. Mais Roland Emmerich, c'est un mec que j'aborderai à un moment ou l'autre de la vie du cinéma de Durandal, parce que c'est un mec qui est profondément incompris, parce que les gens prennent ses films au premier degré, alors que c'est pas du tout le cas. Il est très clair dans sa façon de prendre les films. J'ai un jeune homme d'ailleurs à qui je fais un coucou, je me souviens plus de son nom, mais il m'a envoyé sa thèse sur Roland Emmerich. C'était vachement intéressant à regarder, et ça m'a confirmé dans le fait qu'il fallait absolument en parler de certaines choses. Il a fait une analyse beaucoup plus en détail que moi, parce que quand on fait une grosse thèse bien écrite, ça fait beaucoup de pages. Je ne serais pas aussi précis que lui, je serais plus général, mais ce serait intéressant à traiter. Le 3 août, une autre suite qui pourrait être sympa à regarder, Ninja Turtles 2. Je suis désolé, ça me fait marrer. Donc voilà, là j'ai vu l'abondance des Tortues Ninja 2. Ça a l'air très fun, ça a l'air bien marrant. J'ai l'impression qu'en plus cette fois-ci ils partent dans ce qu'il y avait dans la série des animés des Tortues Ninja que moi j'ai regardé quand j'étais petit, avec l'arrivée de comment il s'appelle, Crank, l'espèce d'alien qui vit comme ça d'une tête. Je sais pas si lui va être là, mais en tout cas ils ont fait revenir les deux acolytes, celui qui ressemble à un porc et l'autre là. Ça peut être très drôle. Moi, le premier, j'y attendais pas grand chose. J'en attendais pas grand chose. Et je me suis bien marré. Donc voilà, on verra bien ce que donne le second. Le 24 août, là aussi une suite qui pourrait être dangereuse, Star Trek 3. Moi, je suis très confiant. J'ai vu la bande-annonce et je suis très confiant. Il y a plein de gens qui commencent à réagir mal en voyant la bande-annonce. Je pense que c'est des gens qui n'aiment pas, de toute façon, le remake d'Abrams à la base. Parce que, pour dire que la musique qui est dans la bande-annonce sortie à l'heure actuelle, la seule bande-annonce sortie actuelle, ne colle pas à Star Trek, il faut simplement pas avoir vu le premier film, puisqu'elle est dedans, c'est même une des premières musiques qu'on entend dans le film. Donc voilà, ils ont juste décidé de faire toute l'abondance mixée là-dessus. Ça veut pas dire que tout le film sera comme ça veut pas dire que ce sera le style du film, ce sera sans doute une musique bien orchestrale par Giacchino, sans doute, mais enfin voilà, c'est pas le rendu du film final. Faut vous arrêter de croire que les bandes annonces rendent le film final. Les bandes annonces sont aussi faites pour donner un style. Il y a des bandes annonces qui mettent en avant certains aspects du film plus que d'autres. Il y a des bandes annonces qui sont spécifiques pour montrer l'histoire d'amour, des bandes annonces qui sont spécifiques pour montrer l'action, des bandes annonces machin. C'est pas parce que une bande annonce vous donne une impression que ce sera l'impression que vous donnera le film. C'est très important de penser à ça. Le 14 septembre, c'est un film que moi j'attends. J'ai vu le résumé comme ça vite fait en regardant les films qui allaient sortir et ça m'a l'air intéressant. Ça s'appelle Patient Zero. C'est un film de zombies où un mec essaye de trouver un remède à l'infection des zombies. Et en ça, il est aidé par le fait qu'il peut communiquer avec les morts. Et donc avec les zombies. Il arrive à leur parler. Sur le principe, ça a l'air assez marrant, donc j'ai envie de voir ce que ça peut donner. Le 21 septembre, Paul Verhoeven sort un film francophone. Évidemment que je vais me précipiter dans la salle de cinéma, je veux voir ça. C'est Isabelle Huppert dans le rôle principal, Virginie Efira en second rôle. Je suis très 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 interloqué. Je veux voir ce que ça va donner ce film. Ça a l'air très intéressant. Le personnage que joue Isabelle Huppert a l'air fou. Donc très très motivé. Le 16 novembre, on retrouve à nouveau David Yates, qui sortira 2 films cette année donc, son Tarzan et le premier volet de la nouvelle saga écrite par J.K. Rowling spécifiquement pour le cinéma, Les Animaux Fantastiques, avec son nouveau héros, son nouveau personnage, etc. Et donc une nouvelle histoire qui se situe dans les années 70, je crois, avec donc un nouveau sorcier qui est chargé de retrouver des créatures fantastiques, des animaux fantastiques, qui ont été libérés et qui doivent retrouver. Il me semble que c'est ça, hein. J'ai vu vite fait le premier teaser qu'ils ont sorti, il me semble que c'est ça l'histoire. Donc ce sera intéressant de voir ce que ça peut donner. Dans la même idée, le 14 décembre, sort Rogue One, A Star Wars Story. À la base, j'étais pas du tout motivé par cette idée-là, l'idée de faire des films spin-off de Star Wars. Je trouve que déjà à la base, le premier Star Wars, alors je le savais pas encore avant qu'il sorte, mais déjà le premier Star Wars fait une grosse chute dans le spectaculaire et l'impact que censé avoir Star Wars. Il a beau très bien marcher en salle, c'est pas du tout le niveau de grandiose qu'il y avait dans les autres, et je trouve que faire des spin-offs met encore des coups à la gueule à la licence Star Wars, qui était quand même un espèce de truc sacré, un peu mythique. C'est pour ça aussi que la prélogie a autant choqué les gens, c'est qu'il y avait un côté très sacré à Star Wars. Et maintenant, le fait de se payer non seulement une nouvelle trilogie, mais en plus 2 ou 3 films spin-off à côté, je suis pas du tout fan de l'idée. Je trouve qu'il y a vraiment un côté à baisser le niveau de l'aura de Star Wars. Cela dit, Rogue One sera réalisé par Gareth Edwards.
spécialiste du film de monstres. J'avais adoré son premier film qui était Monsters, je crois. J'avais adoré son Godzilla. Et je pense qu'il va y avoir un aspect de mise en scène très intéressant à voir dans ce film. C'est pour ça que j'aime pas cette notion maintenant, on n'arrête pas de dire qu'on confie des gros films à des petits réalisateurs qui ne servent à rien et qui du coup seront juste des yes men qui n'ont pas d'idées. Gareth Edwards, c'est tout sauf un yes man, on lui a mis Godzilla entre les mains, il a fait son film. Il a fait ce qu'il avait envie de faire, avec un personnage militaire en plus, sans doute. Et moi, ce grandiose, ce côté menaçant, monstrueux, etc., c'est ce qui me manquait pas mal dans Star Wars 7. Je trouve que c'était un truc qui était très mal rendu dans ce film-là. Donc pour le coup, j'ai envie de voir ça. Et on terminera l'année dans les gros projets avec la sortie du film Assassin's Creed, adaptation de jeu vidéo, avec Michael Fassbender dans le rôle principal, c'est, comment il s'appelle J. Kurzel, c'est son nom de famille, je n'ai pas noté le prénom, donc J. Kurzel, je sais même pas qui c'est. Et je pense surtout que ce qui est très emmerdant, c'est que la licence Assassin's Creed, on a commencé à parler du film il y a au moins 3 ans, et le temps a passé beaucoup trop, et la licence Assassin's Creed a beaucoup perdu de son aura. Je sais pas si, enfin, elle se vend beaucoup moins bien, et les jeux sont tellement mal finis récemment que les gens commencent beaucoup à se détourner de la saga. Je sais pas si c'est vraiment judicieux maintenant de sortir un film. Je sais pas exactement de quoi il va parler. En plus, apparemment, c'est même pas une des histoires spécifiques d'Assassin's Creed, c'est un truc spécifique au film. Un nouveau personnage, un nouvel assassin, qui aura a priori rien à voir avec le reste. Je sais pas. Franchement, je sens pas trop ce projet. Enfin, je profite de cette vidéo, qui sera sans doute beaucoup plus regardée par les gens qui me suivent que par n'importe qui, pour revenir sur quelque chose sur lequel j'ai pas vraiment osé revenir au moment où ça s'est produit. Quand je dis que l'année 2015, c'est une année où j'ai été dépassé dans toutes les conditions, l'histoire qui suit est clairement un moment où j'ai été dépassé, où je ne savais plus réagir. C'est lié à ce cher Raphaël Antoven, qui m'avait alpagué sur France Culture en fin d'année dernière, et ce que je ne savais pas, c'est que quelqu'un a pris ma défense. Et j'ai pas su comment réagir à ce truc-là, j'osais pas en parler, et il va falloir quand même que je le fasse, au moins pour remercier cet homme. En 2015, vous savez que Charlie Hebdo a été victime d'un attentat. Parmi ceux qui ont été touchés, il y a un journaliste qui s'appelle Philippe Lançon. Et dans le Charlie Hebdo sorti le 7 janvier, il y avait un article contre Raphaël Antoven et pour me défendre. J'ai cherché en fait principalement à contacter Philippe Lançon et au moment où j'ai essayé de le faire, les locaux de Charlie Hebdo avaient été transférés à Libération et évidemment tous leurs moyens de contact étaient gardés extrêmement secrets puisqu'ils étaient protégés au maximum. Et donc j'ai pas réussi à trouver de moyen de le contacter et j'ai pas réussi à trouver de moyen de le remercier. Et je voudrais le faire maintenant parce qu'il a écrit un article qui m'a énormément touché. Quand j'ai lu ça, et d'ailleurs je suis toujours un peu tremblant à chaque fois que je le lis. Donc je remercie profondément Philippe Lançon s'il voit cette vidéo un jour. Et je remercie également, de même, tous ceux qui m'ont soutenu à ce moment-là, tous ceux qui m'ont soutenu dans cette période. Et le symbole est d'autant plus, me dépasse d'autant plus que je finis dans le Charlie Hebdo paru le jour de l'attentat. C'est-à-dire que j'aurais pu être dans Charlie Hebdo en général, je suis dans celui qui est paru le jour où il y a eu l'attentat. Donc c'est tellement énorme que j'étais incapable de réagir à ce truc. Je sais toujours pas d'ailleurs si la réaction que je fais là est la bonne réaction. Je sais toujours pas si je devrais vraiment en parler ou si je devrais vraiment le dire, mais d'autant plus que je l'ai appris 2-3 jours après l'attentat. En fait, j'ai quelqu'un qui m'a contacté, un des lecteurs du Charlie Hebdo, parce qu'ils étaient plus beaucoup lus à ce moment-là, c'était vendu à 30 000 exemplaires, je crois. Et il y en a un qui m'a contacté en me disant « T'es dans Charlie Hebdo ». Le premier truc que je lui ai dit, c'est « Tu te fous de ma gueule, montre-moi une preuve ». Et là, il m'a envoyé une photo, la capture d'écran avec l'article. Et je vous avoue que j'ai mis vraiment beaucoup de temps avant de croire que c'était vraiment passé. Le fait que des gens comme Charlie Hebdo aient jugé que je sois quelqu'un digne d'être défendu, On est à chier! On n'est pas digne! Voilà, c'est très bizarre de parler de ça, je suis pas très à l'aise. Bref, je vous remercie d'avoir suivi tout ça, j'espère que vous serez toujours au rendez-vous pour l'année prochaine, et j'essaierai de faire de mon mieux en ce qui me concerne. Le boulot est de plus en plus difficile, de plus en plus exigeant, mais d'un autre côté, vous êtes de plus en plus satisfait quand les vidéos sortent, donc je pense qu'il faut que je continue le travail. Je ne vous promets rien, je promets juste d'essayer de faire de mon mieux. Prenez soin de vous, allez voir des films, passez une bonne année. Ciao!